pharmacies in the implementation of patient support programs. Emma is president of the Portuguese les pharmaciens. Elle est la présidente de l'Association nationale des pharmaciens en Portugal et elle a été aussi secrétaire de la FIP par le passé. Et elle est membre du conseil des soins primaires pour les problèmes respiratoires. Hello everyone and donc bonjour à tous et merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui pour parler de ce thème qui est très intéressant et vraiment félicitations à la FIP pour sa capacité à mettre en œuvre un panel aussi intéressant pour parler de ces problèmes. Donc je vais parler des besoins de vaccination et des besoins, des besoins et des bénéfices et je voudrais m'excuser d'avance par rapport aux PowerPoint qui vont être présentés parce que certaines informations seront manquantes peut-être, mais je voulais m'assurer, il y en aura beaucoup, mais je voulais m'assurer que toutes les informations seront incluses et tout ce qui concerne les vaccins. Donc, tout ce qui était important à inclure quand on parle de problèmes respiratoires chroniques et leurs complications et de tout ce qui pourrait améliorer en fait la qualité de vie des patients touchés par ces problématiques. Donc ici dans cette slide, je vais vous montrer rapidement donc la prévalence des maladies chroniques respiratoires, donc le BPCO et l'asthme. Donc en fait la charge de la BPCO, le fardeau de la BPCO et en fait la notion que la longévité a un impact majeur sur la morbidité et la mortalité dans les problèmes de maladies chroniques respiratoires. Donc le poids de la BPCO sur la population en général, juste pour éclairer le fait qu'en 2015, on avait en fait 3,2 millions de personnes qui sont mortes de BPCO dans le monde entier, ce qui représente une augmentation de 11,6% par rapport à 1990. Donc, c'est vraiment une augmentation très forte sur une période de 25 ans. Et en fait, il y a eu une augmentation de 29% par rapport aux soins, ce qui est une bonne nouvelle. Mais en fait, la maladie touche une population vieillissante. Donc, la prévalence a augmenté. Donc, il est très important pour nous de reconnaître la prévalence pour pouvoir nous organiser pour empêcher, pour prévenir et puis lorsqu'on a un diagnostic, de mettre tout en œuvre pour augmenter la qualité de vie des patients. Et donc, dans la diapo suivante, en fait, on voit le fardeau de l'asthme et encore une fois ici, des chiffres très importants en termes de mortalité. Donc, on a eu 3,2 millions de personnes qui sont mortes, donc 0,4 millions de personnes qui sont mortes de l'asthme et qui représentent en fait une diminution, mais une très bonne nouvelle, ce qui signifie qu'en fait on apporte des soins améliorés et que les choses se passent mieux pour les personnes qui souffrent d'asthme. Donc, ce que l'on sait, c'est que la prévalence de l'asthme elle-même a augmenté de 12,6%. Et encore une fois, c'est une maladie très prévalente. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit une augmentation des chiffres et du nombre de gens qu'il faut traiter en soins primaires et en soins secondaires. Ici, je montre certaines des informations, des données par rapport à l'admission hospitalière. Donc, en général, ces hospitalisations sont pour l'asthme, le BPCO et puis aussi pour la défaillance cardiaque chronique. Donc, lorsqu'on regarde les admissions hospitalières pour l'asthme et le BPCO, plus c'est bas,
plus ça veut dire qu'on empêche en fait des complications, c'est une prévention des complications. Et donc, on suppose que le soin qui est fourni, qui est en soins primaires, et répond en fait aux besoins des gens. Ce qu'on voit ici, c'est que les taux d'admission à l'hôpital pour les adultes, on voit que le Portugal s'en sort plutôt bien, dans une bonne position sur ce graphique, mais il y a des différences dans les différents pays. Et on peut dire que les taux d'admission hospitalière pour l'asthme ont varié, varient sur une échelle de 15 parmi les pays de l'OCDE. Donc, on voit que l'Islande, l'Italie, la Colombie, le Portugal et en fait, par rapport à d'autres pays qui rapportent des chiffres très, très élevés par rapport à cette base. Donc, quand on compare les données qu'on a de 2009 à 2020, en fait, les chiffres ont diminué dans la plupart des pays de l'OCDE. Mais ce qui peut signifier qu'en fait, on s'occupe mieux des gens dans les soins primaires, mais il faut également en fait s'occuper des soins et en particulier quand on regarde les chiffres de 2020 au cours de la pandémie, les choses ne sont pas aussi simples. Donc ensuite ici, c'est les admissions hospitalières pour la BPCO. Et en fait, il y a eu en 2020 un déclin général des chiffres d'admission. Donc, par rapport à 2009 et 2019, ce qui peut en fait être le reflet de meilleurs soins, de meilleures prises en charge. Mais de toute façon, il faut qu'on essaye d'apporter des soins encore plus importants et de meilleure qualité. On parle du rôle des pharmaciens d'officine et des pharmaciens en général. On comprend qu'en fait, le parcours des gens qui ont une maladie chronique, c'est vraiment complexe parce qu'il y a plusieurs points de contact multiples et les pharmaciens ont plusieurs opportunités pour interagir en fait dès les stades précoces au niveau du pré-diagnostic même et peuvent apporter des soins qui pourraient relever du préventif par rapport aux complications de ces maladies, mais aussi on apporte des soins à partir du moment où un diagnostic est établi et qu'on peut les soutenir dans leur traitement en soutenant tout ce qui peut favoriser l'observance, en les éduquant par rapport à l'utilisation des inhalateurs et l'utilisation de différentes options thérapeutiques qu'ils ont à leur disposition. Les différents médicaments prescrits par leur médecin. En fait, il y a de nombreuses opportunités d'intervenir et encore une fois, l'une d'elles, c'est sur la prévention des complications. Le slide suivant, et avant qu'on plonge dans plus d'informations par rapport au vaccin spécifiquement, on peut voir ici qu'on s'occupe d'asthme et de PPCO à différents types d'interventions, selon, encore une fois, le stade du parcours du patient. Donc, on parle d'éducation thérapeutique du patient, ce qui est en fait transverse à tout le parcours du patient, parce qu'il y a des informations qu'ils doivent recevoir pour que le patient soit mieux équipé en information pour pouvoir mieux s'occuper de lui-même ou d'elle-même. Nous avons le stade de la prévention. La prévention, évidemment, c'est-à-dire l'arrêt du tabac, éviter tous les déclencheurs de crise d'asthme et puis aussi prévenir les exacerbations de l'asthme, les complications. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait quand on utilise des vaccins. Et on parle également, comme je l'ai dit, de traitement. Et ici, c'est important d'utiliser les outils qui sont à notre disposition, de parler avec le patient et s'assurer que les gens ont le contrôle de leurs symptômes. Et donc, maintenant, nous allons passer à la discussion autour de la vaccination. Et la vaccination comme moyen de prévenir les complications.
Et c'est quand même quelque chose que les pharmaciens ont déjà été capables de mettre en œuvre directement, pas simplement augmenter la sensibilité du besoin de vaccination, mais aussi par rapport à l'administration du vaccin dans les officines. Donc, on va parler, ce que je vais présenter, c'est les références qui appuient ces deux déclarations. C'est-à-dire que la première, c'est que les gens avec asthme ou BPCO, pour des risques plus élevés de problèmes sérieux par rapport à des maladies que l'on peut prévenir grâce au vaccin. Et puis l'immunisation fournit en fait la meilleure protection contre ces maladies que l'on peut empêcher grâce à une vaccination. Donc, pour les adultes qui ont des problèmes respiratoires chroniques, la vaccination est recommandée. Et donc, cette slide nous parle, donc ça résume. Donc, quand on parle de vaccination dans la population adulte avec problèmes respiratoires chroniques, les recommandations sont, on en voit plusieurs dans le monde, mais de façon, je vais me focaliser sur ces 5 recommandations qui sont les principales lorsque l'on regarde les guidelines dans le monde entier par rapport à l'immunisation de personnes ayant un problème respiratoire chronique et en particulier l'asthme ou la BPCO. Donc, les recommandations, c'est basé sur ce conseil, le Center for Disease Control aux États-Unis, mais c'est assez aligné avec les guidelines mondiaux. En fait, et je vais détailler les choses un peu plus, mais la plupart des recommandations sont que les adultes avec un problème respiratoire chronique devraient se faire vacciner contre la grippe tous les ans pour se protéger de la grippe saisonnière, parce que tous les ans, vous le savez, on a des variantes de la grippe saisonnière et des vaccins sont préparés spécifiquement pour contrer les caractéristiques des virus que l'on considère comme étant les plus menaçants. Donc, on a aussi des vaccins à pneumocoque qui protègent contre les maladies pneumococcales, le vaccin contre la COVID-19 et puis dans ce cas, la fréquence doit encore être déterminée et en fait, on est encore en train de collecter des données. Et le vaccin contre la DT polio pour protéger contre les tétanos, la diphtérie et puis ce qu'on appelle la pertussis, c'est-à-dire la coqueluche, qui est un vaccin qui s'occupe de ces 3 maladies, donc la DT polio, ce que l'on cherche en termes de protection chez les gens qui ont des problèmes respiratoires chroniques, donc en particulier contre la coqueluche, le vaccin contre le zona, qui est en fait qui devient pertinent à partir de 50 ans. Par la suite, je vais vous donner quelques références sur les recommandations dans les guidelines, sur les différents types de vaccins qui sont recommandés. On va commencer par les vaccins contre la grippe et la pneumonie, qui sont les plus connus, sans doute, pour tous, à part celui de COVID-19. À cause de la pandémie, la situation pandémique récente. On sait tous que les virus respiratoires, c'est-à-dire la grippe, les rhinovirus, les virus syncytiels, les coronavirus, ont tous démontré leur capacité d'exacerber les risques d'asthme, même lorsque l'asthme est contrôlé. Cependant, on a en fait vu qu'il y a des données plus robustes. Il faut des données plus robustes pour déterminer l'efficacité des vaccins anti-grippe et anti-pneumocoque pour réduire les complications chez les patients asthmatiques. Mais la GINA 2022, donc le guideline de la GINA, recommande quand même de faire une vaccination de routine contre la grippe pour les individus éligibles du fait de la sécurité et de l'efficacité potentielle du vaccin. Mais cependant,
ils indiquent que les preuves sont insuffisantes pour recommander en fait une vaccination pneumocoque de routine. Cependant, en fait, les guidelines de la CDC sont différentes et parce que ils le recommandent comme offrant la plus grosse protection pour les personnes vulnérables. Donc, la CDC recommande ce vaccin. Donc, on a beaucoup de preuves qui montrent donc que des gens qui sont vulnérables, en particulier les personnes qui ont plus de 65 ans, bénéficient en fait vraiment de la vaccination contre le pneumocoque, qu'il y ait de l'asthme ou pas. Donc vraiment, c'est très important de dire qu'il y a de la recherche qui a montré que en fait que les vaccins contre la grippe ou contre le pneumocoque permettent en fait d'avoir une protection améliorée. Donc, par la suite, on parle plus des PCO et qui représente en fait une situation différente. Et on a également, ça nous montre aussi que les infections respiratoires peuvent déclencher 50 à 70% des exacerbations de la BPCO. Et puis, on sait également, et on a des preuves, que la grippe et les vaccins contre la grippe et la pneumonie aident à réduire le risque d'exacerbation, de maladies graves, de la mort, et sont recommandés par l'OMS, la CDC et puis la GINA, ou la GOLD, la Global Initiative Against Chronic Obstructive Pulmonary Disease, c'est-à-dire contre la BPCO, les guidelines 2022 pour toutes les personnes porteuses de BPCO. On sait aussi, et il y a des preuves, et je vous ai indiqué les références, que ça peut améliorer en fait le taux de vaccination auprès des personnes touchées par la BPCO, en aidant à identifier les personnes qui n'ont pas été vaccinées. En fait, on peut promouvoir l'administration du vaccin en pharmacie d'officine. Et ainsi, donc, il y a des situations différentes par rapport à la COPD, enfin la BPCO. C'est pour ça que je vous ai fait 2 slides différents par rapport à la grippe et à la BPCO. Ensuite, on va de nouveau parler de vaccination COVID-19 parce que, comme je vous l'ai dit, on est encore en train de colliger des preuves et d'étudier les différentes situations, les différents facteurs. Au départ, on avait très peu de chiffres, mais maintenant, on augmente en fait notre catalogue de cas et on a eu des revues systématiques qui ont été publiées qui n'ont pas montré de risque augmenté par rapport à la vaccination COVID-19 chez les personnes qui ont un asthme modéré sous contrôle. Mais en fait, le risque de décès dû à la COVID-19 a été augmenté chez les personnes qui ont récemment pris des corticoïdes oraux et chez les patients hospitalisés avec asthme. On sait également que la BPCO a augmenté de façon significative les résultats, les risques pour les patients touchés par le COVID-19. Donc, GINA 2022 et GOLD 2022, c'est-à-dire les guidelines internationaux, recommandent pour l'asthme et les patients atteints de BPCO, recommandent toutes les deux que les personnes ayant de l'asthme ou de la BPCO soient vaccinés et reçoivent les doses de rappel si disponibles. Et puis, une note un peu plus courte parlant du fait que en fait, la vaccination contre la COVID-19 et la vaccination contre la grippe peuvent être administrées le même jour parce qu'avant, il y avait une recommandation de séparation et de faire ça à des jours, au moins 15 jours. Alors qu'aujourd'hui, en fait, les recommandations sont qu'on peut les administrer le même jour. On va pouvoir passer à la vaccination contre la coqueluche, c'est-à-dire la vaccination d'été polio coqueluche. Et en fait, la coqueluche touche plutôt les enfants, mais les adultes peuvent aussi l'attraper.
Le diagnostic est plus difficile parce que ça présente en fait des symptômes moins spécifiques, comme une toux prolongée ou par exemple une toux modérée pour les personnes qui ont été vaccinées dans l'enfance. En fait, les publications nous montrent aussi que le nombre de cas est plus fréquent que ce que l'on rapporte et que la proportion a augmenté au cours du temps. Et donc, on voit que la CDC et GOL 2022 recommandent une vaccination de TD polio, enfin DT polio, chez les personnes souffrant de BPCO et d'asthme et qui n'ont pas été vaccinées pendant l'enfance ou l'adolescence. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Ça n'empêche pas les autres types de vaccination dont j'ai parlé plus tôt, mais voilà les recommandations qui couvrent également la coqueluche. On a parlé aussi de herpès zoster, c'est-à-dire zona. Et on a aussi des preuves que le risque de développer un zona passe de 50% à plus de 200% chez les personnes qui ont un BPCO par rapport aux personnes sans BPCO. Et ce qui est important aussi, c'est que la plupart des gens qui ont ça sont totalement ignorantes de ce risque. Donc, voilà le rôle à jouer pour les pharmaciens d'officine pour augmenter la sensibilité à ce risque et à recommander la vaccination aux patients. Donc, on voit que le CDC recommande le vaccin contre le zona chez les adultes âgés de plus de 50 ans et touchés par une BPCO. Et le GOL 2022 référence également son usage. Donc, il y a aussi des références concernant tout ça dans les guidelines GINA. Et donc, pour conclure par rapport aux bénéfices de la vaccination, j'ai parlé du risque augmenté et donc des données. Il y a de façon évidente beaucoup de données dans les différentes publications. J'ai essayé d'inclure des revues systématiques pour que vous puissiez aller les consulter et aller voir d'autres études qui montrent un risque augmenté. Et puis également les bénéfices par rapport à des types de vaccins spécifiques. Et dans cette slide, je résume simplement les bénéfices généraux de la vaccination. Donc, le fait que les vaccins peuvent vraiment impacter de façon positive la santé, augmenter le développement cognitif et la productivité. On peut vivre plus sain, on a des formes de maladies moins sévères, on a moins de limitations en termes d'interaction familiale et sociale. On a, grâce au fait que les formes de maladies sont moins sévères, et puis, il y a des capacités fonctionnelles améliorées également. Et on sait aussi que la plupart des vaccins ont un impact important sur la santé au-delà de la personne vaccinée. On a parlé du concept d'immunité collective, ce qui marche en fait par rapport à certains vaccins, mais pas tous, mais selon le type de vaccin et de maladie, les gens peuvent être plus ou moins capables de transmettre en fait la maladie s'ils sont vaccinés. Cependant, pour la plupart des vaccins, on voit que la situation est en fait celle d'un impact important par rapport à l'individu vacciné, mais aussi au-delà d'elle, au-delà de la personne, une protection de proximité par rapport aux gens qui ne peuvent pas être vaccinés avec des contre-indications dues par exemple à des allergies, etc. Et les vaccins sont efficaces sur en termes économiques et puis permettent aussi de faire des économies. Donc, il faut s'assurer qu'on ait des vaccins disponibles et on va prévenir pas simplement les manifestations, mais tout ce qui est induit, la perte de productivité, etc. Mais en fait, on économise également de l'argent qui serait à payer si des complications surviennent.
Donc, si des formes plus sévères de la maladie se développent, eh bien, il y aurait plus d'argent à dépenser. Donc, il y a ce hashtag que j'aimerais vous suggérer, hashtag Vaccine Save Lives, parce que c'est pas simplement de vivre des vies plus saines, c'est aussi que les gens peuvent mourir de complications des maladies et des maladies elles-mêmes. Donc, c'est très, très important de prendre toutes les opportunités possibles en tant que pharmacien, de faire cette sensibilisation et de promouvoir les vaccins. Et la slide suivante, avant de passer à quelque chose de plus conceptuel, donc il y a en fait les possibilités d'amélioration, c'est-à-dire une formation supplémentaire pour le pharmacien et les autres et ses équipiers, augmenter la sensibilité à la contribution du pharmacien. Et en fait, il nous faut démontrer en fait la contribution des pharmaciens auprès des autres soignants. Il faut aussi s'assurer que les interventions pharmaceutiques pourront être durées dans le temps et cela nécessite une rémunération adéquate. Non, je croyais que je vous avais perdu. Et puis, donc, intégration dans les technologies de l'information liées à la santé. Il est important que la valeur qui est liée à ceci soit partagée avec les équipes pharmaceutiques. Il faut s'assurer qu'il y ait cette intégration avec les technologies d'information de la santé. Par exemple, au Portugal, on peut immuniser et puis en fait, on peut alimenter l'archive des vaccinations électroniquement. On peut identifier lorsque les gens quand il manque une étape dans le schéma vaccinal des personnes ou s'il y a eu des doublons. Donc, c'est important qu'on ait cette intégration des applications et puis des technologies. Il nous faut augmenter en fait la collaboration entre médecins et pharmaciens pour pouvoir être alignés en termes de messages que l'on donne aux patients. Et ma dernière slide, en fait, c'est une image que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment le soin centré sur le patient. C'est centré sur le patient, devant le patient, avant. Il faut commencer très, très tôt. Et les vaccins sont un exemple excellent de tout ça parce qu'on administre des vaccins chez les enfants pour s'assurer qu'ils ont une vie et un développement amélioré. Donc, ce soin centralisé ne peut être atteint que si on travaille main dans la main de façon multidisciplinaire et si on considère que tous les déterminants de santé sont présents, sont pris en compte lorsque l'on parle de croissance, de développement des personnes et de leurs besoins. Il s'agit d'éducation, il s'agit de placement adéquat. Il s'agit d'avoir des établissements intégrés et des équipes intégrées et multidisciplinaires. Donc, voici mon dernier message vers vous. Et maintenant, je suis à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir. Et j'aimerais bien, je suis contente de pouvoir interagir avec mes collègues. Merci beaucoup. Oh, c'était une présentation géniale pour commencer notre discussion. J'adore le hashtag de Vaccine Saves Lives. Et donc, si vous rejoignez la conversation par Twitter, donc passez donc, sur ce hashtag pour qu'on fasse tous partie de la conversation. Donc, donc aujourd'hui, on a différentes personnes sur notre panel. Donc, Dr. Job Van Boven. Donc, juste pour vous rappeler qu'on a une boîte de questions-réponses dans le chat.
Donc, envoyez vos questions et on va pouvoir répondre à autant de questions que le temps nous laisse. Oui. Donc, juste pour vous rappeler, on a un certificat pour les personnes qui se sont inscrites sur le live webinar, le webinaire en direct, et vos certificats seront enregistrés. Et donc, voilà, je voulais juste vous présenter le Dr. Job van Boven, qui est un professeur assistant, président de la Dutch Respiratory Pharmacists Group, un groupe pharmaceutique, un groupe des pharmaciens respiratoires. Il est pharmacien et professeur assistant aux Pays-Bas et il a publié plus de 100 papiers sur l'utilisation des médecins et il a encadré plus de 10 doctorants. Ensuite, nous avons Dr. Fiona Musgrove, qui est une médecin généraliste dans la NHS à Grampian. Elle est passionnée par la médecine respiratoire. Donc, elle fait partie d'un comité et d'un projet de réseau. C'est vraiment fantastique de pouvoir compter sur vous aujourd'hui. Et ensuite, nous avons Carmen Baldonido Mosterio, qui est une pharmacienne d'officine, qui est membre de la Task Force respiratoire de la Société espagnole de pharmacie d'officine. Et elle a travaillé aussi pendant des années. Elle est doctorante à l'université d'Albeda. Donc, nous avons en fait l'académie, enfin le monde académique représenté, et puis le monde une représentante des médecins généralistes. Veuillez envoyer vos questions à la boîte Q&A. Donc, voilà. Donc, je vais peut-être passer à Joe d'abord. Vous avez une super expérience par rapport aux maladies respiratoires. Donc, en termes de sensibilisation, de connaissances par rapport à ces maladies et les risques, comment est-ce qu'on peut augmenter en fait la sensibilisation? C'est une question géniale, vraiment, c'est une très belle question. En fait, si on veut augmenter la prise de vaccins, ça commence par améliorer, affiner la sensibilisation. Donc, par exemple, donc, on a beaucoup de possibilités d'amélioration en fait, mais donc, d'une certaine manière, on a besoin d'un côté de sensibilisation, mais aussi d'améliorer l'accès. Et les pharmaciens vont vraiment aider sur ces deux volets de la question parce que donc certains pays autorisent les pharmaciens à vacciner et d'autres non. Donc là où les pharmaciens sont autorisés à vacciner, il y a vraiment un gain important. Fiona, quelle est votre observation par rapport à vos patients en termes de sensibilisation? Parce que moi, j'étais assez alarmée quand on parle de personnes qui sont… du fait que des gens qui sont à risque ne sont pas forcément bien conscients du risque qu'ils courent alors qu'ils ont une maladie chronique grave par ailleurs. Oui, je suis tout à fait d'accord. Merci pour cette question. Et je pense que vraiment… la santé et l'égalité sont vraiment des facteurs importants ici. J'ai beaucoup de patients qui sont très conscients des besoins de vaccination, mais pas très conscients des bénéfices. Donc, la question de la vaccination comme concept clé ou central, il y a des personnes qui n'ont pas conscience des bénéfices de la vaccination et il s'agit là plutôt des patients qui vivent dans des conditions de vie moins privilégiées, on va dire, hein, et le niveau de confiance
Et on voit qu'en fait, le vaccin, on n'y est pas totalement. Et sur les dernières années, en fait, les médias ont contribué à… Il y a cette division très présente. Et donc, vous pratiquez dans différents pays. Est-ce qu'il y a eu des mêmes problèmes par rapport à la… donc, j'ai eu l'occasion de travailler au Royaume-Uni pendant des années et en Espagne. Malheureusement, en Espagne, on n'a pas le droit de vacciner, ce qui, je pense, c'est quelque chose de très négatif parce que par rapport à l'augmentation des taux de vaccination, bon, c'est dommageable. Par rapport aux patients, je pense qu'il y a deux problèmes principaux. Et l'un, c'est relié aux professionnels de santé parce qu'ils sont plus, on leur fait plus confiance en tant que source d'information. Nous, notre rôle est plus dans la motivation, la remotivation, et par rapport à certaines études, il y a une étude publiée cette année qui indique que en Europe, les soignants, la majorité des professionnels de santé, donc en termes de confiance vis-à-vis de la vaccination, certains deviennent de plus en plus hésitants, refusent les vaccins pour eux-mêmes et évitent en fait de faire des vaccinations recommandées pour leurs patients. Et s'ils ne recommandent pas la vaccination pour leurs patients, et en fait, les patients pourraient ne pas y penser par eux-mêmes. Et également, en termes de patients, il y a un manque de confiance. Les personnes qui ont l'impression de ne pas être en sécurité ont des doutes sur l'efficacité. Ils pourraient se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin et est-ce que ça va changer quelque chose? Et ça pourrait avoir, enfin, il peut y avoir eu des expériences négatives. Et une autre chose dont je pense que peut-être Fiona a dit avant, c'est que cette surcharge d'informations, on est noyé d'informations et les sources d'informations, c'est Internet et les fake news et qui parlent peut-être du fait que la vaccination n'est pas bonne. Et il faut qu'on essaye d'avancer en fait et de travailler la sensibilisation chez nos patients. Donc, écrire des déclarations de consensus et puis faire parler les sociétés savantes, utiliser les médias comme outils en fait pour proposer des informations fondées sur des preuves et pour rejeter de façon évidente les fake news forcés à accepter. Donc, je pense qu'entre le Royaume-Uni et l'Espagne, la seule différence, c'est qu'on n'a pas le droit, en tant que pharmacien d'officine, de faire une vaccination. Donc, on peut juste faire de l'éducation du patient et puis renforcer. Donc, il y a tellement de choses dans cette réponse, je voudrais utiliser une ou deux points simplement. Donc, je voulais juste dire le travail des webinaires et des organisations scientifiques, c'est que sur les derniers mois ou les dernières années, dans les pays où il y a une forte confiance dans le gouvernement, en fait, les ressources, donc en tant que professionnels de santé, nous devrions pouvoir suivre et détecter les stratégies qui fonctionnent. Sinon, on a beaucoup d'énergie, mais bon, pas beaucoup de résultats par rapport à nos patients. Je voulais ajouter qu'une grande initiative de la FIP, c'est les manuels, le handbook pour les maladies respiratoires qui sont destinés aux pharmaciens. Donc, on est dans la phase de rédaction
et donc, ça va constituer en fait un guideline global qui va aider les pharmaciens dans le monde entier par rapport à ces questions de maladies respiratoires chroniques. Et je pense que ça va vraiment changer les règles du jeu quand ça sera disponible. Donc, il y a une question pour Emma. Donc, on a une question d'abord. Merci pour votre présentation, super. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et en fait, votre expérience de pharmacie publique, il voudrait savoir comment ça a fonctionné, comment ça a été rémunéré. Donc, votre interaction avec les praticiens médicaux et les réactions par rapport à en fait, des effets indésirables graves. Quelle est votre réponse à tout ça, Emma? Oui, on a effectivement une vaccination dans les officines au Portugal depuis 2008. Et je pense qu'immédiatement, ça a été un succès important. On a commencé pendant la première année, on a formé à peu plus de 2000 pharmaciens, ce qui signifie qu'environ la moitié des pharmaciens étaient capables en fait, d'administrer des vaccins aux patients pendant les premières saisons grippales. Donc, une très bonne adoption et une très bonne adoption par les pharmaciens et un très bon taux d'acceptation par les patients. Donc, pas de problème vis-à-vis des médecins et ils ont pensé que c'était une bonne initiative pour pouvoir favoriser l'adoption des vaccins et augmenter la couverture vaccinale. Donc, ils ont été assez soutenants et favorables au rôle des pharmaciens à cet égard. Et en termes de rémunération, les patients doivent payer de leur poche pour se faire vacciner dans les pharmacies. Mais en fait, ils payent volontiers parce qu'ils reconnaissent à quel point c'est facile. Et comme j'ai mentionné, il y a une satisfaction par rapport au niveau de service et à la qualité de service. Donc, on a fait plusieurs enquêtes par rapport à ça. Et en fait, c'était le sentiment général de la population. Ils sont d'accord pour acheter ce service et le payer eux-mêmes. Mais bien sûr, on essaye au Portugal d'obtenir une rémunération pour le service que l'on propose. Mais actuellement, le service de vaccination est payé par le patient et dans certaines circonstances par les municipalités ou par des groupes d'employeurs importants qui sont favorables au paiement pour le compte de leurs salariés ou pour le compte des citoyens lorsqu'il s'agit de municipalités pour promouvoir en fait le vaccin antigrippal toutes les saisons. Il y a plusieurs pays dans le monde où les pharmaciens et les pharmaciens sont payés. Au Portugal, on a un assureur qui paye également pour les services administratifs. Donc, on a plusieurs exemples où la rémunération par des tierces parties c'est important, c'est possible de voir cette information dans le rapport à la FIP ou sur le site web. Par rapport aux réactions anaphylactiques, je pense qu'au Portugal, en fait, on est en dehors des statistiques parce qu'on a administré des millions de vaccins depuis 2008 et on n'a pas une grosse histoire de réaction anaphylactique, mais on est formé parce que tous les pharmaciens doivent suivre une formation spécifique, ils sont prêts et on leur demande d'avoir les infrastructures, l'équipement pour gérer en fait les réactions anaphylactiques. Et il nous faut aussi avoir une formation sur les soutiens de base. Donc voilà, en fait, c'est dans les pays où les pharmaciens peuvent administrer une immunisation. Ils doivent être capables de gérer en fait les réactions anaphylactiques et connaître les numéros d'urgence qui contacter pour déployer en fait le soin, la prise en charge. Mais comme je l'ai dit, on n'a pas eu de situation
Donc, on a des réactions faibles, modérées ou plus fortes, en particulier chez les jeunes hommes. Mais sinon, de façon générale, ces problèmes-là n'arrivent pas à la pharmacie. En parlant de sécurité, c'est une question importante parce que les pharmaciens, les médecins, les infirmières doivent être tenus au même standard par rapport quand il s'agit de sécurité du patient. Donc, sorry, I'm out. Donc, je crois que l'autre exemple, c'est par rapport à l'acceptation. Donc, il y a eu plus de plusieurs millions de vaccins de Covid. Et les pharmaciens qui ont travaillé dans des centres de vaccination massive. Donc, cet hiver, les pharmaciens ont administré plus de 2 millions de vaccins contre la grippe. Donc, en fait, par rapport à l'âge de la population, en fait, on parle des personnes plus âgées avec des conditions, avec des maladies respiratoires chroniques. Fiona, j'avais une question. Est-ce qu'on a identifié tout un tas de vaccins? Comment est-ce que vous engagez donc, par rapport aux personnes une fois qu'elles deviennent éligibles à la vaccination? Comment est-ce que vous organisez pour que ces personnes reviennent? Oui, en fait, ça pourrait être un défi, effectivement. D'abord, il faut s'assurer que les professionnels de santé, toutes les personnes impliquées, que ces personnes connaissent le programme, le schéma vaccinal et puis le calendrier. Et je pense que de plus en plus, dans ma pratique, je pense que c'est important qu'on clarifie auprès des patients. Donc voilà, si ça c'est une partie clé du traitement, pour des choses comme la BPCO par exemple, une des interventions les plus importantes qu'on puisse donner, c'est il nous faut aussi dire vous avez eu ce vaccin maintenant et il va falloir le faire dans 1 an ou dans quelques mois mais en faisant ça, en fait, on contribue à établir la culture de cette pratique comme étant une norme. Et définitivement, en fait, c'est absolument critique que l'on vaccine nos patients. Et je pense que comme pour beaucoup de choses, en fait, la connaissance, la sensibilisation sont importantes parce que ça permet en fait de donner aux patients le moyen de prendre en charge leur propre santé. La dernière slide qui avait été donnée tout à l'heure, c'était par rapport en fait à la notion de soins patients centrés qui ensuite peuvent avoir un bénéfice qui irradie sur le reste de la société. Donc, parce que c'est un point très important par rapport au fait que ça doit devenir de la culture et que les gens acceptent ça comme faisant partie d'un soin normal. Est-ce qu'il faudrait qu'on essaye de trouver une manière de systématiser la vaccination par rapport en fait aux exacerbations de ces maladies? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Donc, Emma a mentionné le fait que les gens qui ont en fait des problèmes respiratoires peu contrôlés sont à risque de développer des complications. Certains peuvent arriver dans une pharmacie et avec une exacerbation. Est-ce que la vaccination devrait faire partie, devenir un passage normal de la conversation lorsqu'ils arrivent avec des exacerbations?
Je pense que c'est vraiment très important, effectivement, cette question. Et je pense que le moment d'une exacerbation, c'est le moment où il faut parler d'immunisation et de traitement. Non. Et de parler effectivement également de techniques et d'observance. Et je pense que c'est l'une des interventions les plus faciles, en fait, pour diminuer le nombre d'exacerbations et de crises aiguës. Excellent. Donc, c'est bien parce que je ne suis pas partie dans la mauvaise direction. Et est-ce qu'on peut parler des obstacles en matière de sensibilisation, de connaissances? Quels sont les obstacles par rapport à ces maladies respiratoires chroniques? Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que on se focalise sur 2 points, les professionnels de santé, et puis l'autre point, c'est les patients. Mais aussi le parcours est un point. Comme je vous l'ai dit, en Espagne, on n'a pas le droit de vacciner en tant que pharmacien. Et si les gens veulent se faire vacciner, il faut qu'ils prennent un rendez-vous, il faut qu'ils aillent dans les consulter. Et s'ils veulent aller dans les cliniques privées, ils doivent payer beaucoup d'argent pour avoir cette vaccination. Et je pense que ça n'aide pas forcément, en particulier sur les patients qui ont une maladie active sur le plan des problèmes respiratoires et que ça demande du temps, c'est beaucoup d'efforts pour aller à ces rendez-vous. Et enfin, voilà la situation au moins en Espagne, je ne sais pas dans les autres pays. Vous avez parlé d'un coût élevé, mais combien ça coûte? Je ne sais pas, ça dépend. Mais l'argent pour payer 50 € pour aller juste pour un rendez-vous dans une clinique privée, alors que quand je travaillais au Royaume-Uni, je voyais que les gens I don't know, in that time was around £8. So I think there's a big difference. They could just walk in and get that vaccine done rather than needing an appointment, going to a clinic and so. And to what extent do you think vaccine fatigue? We've sort of had a COVID-19 campaign, which was initially 2 doses, then 3 in some countries, now more. Are people sort of turned off the idea of vaccination, particularly those who are in that those probably prioritised fairly early on? I think I'd probably value a perspective of all of our panelists on this, because I suspect it might be a little different in different locations. Donc, Fiona, on va commencer avec vous. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. En fait, ce qu'on appelle l'épuisement vaccinal est un problème et je pense que, en fait, les vaccins sont considérés par les gens comme un point sensible. Toutes les informations autour de la vaccination Covid, ça a épuisé les gens et vraiment les discussions autour de cette question sont fatigantes et ça devient un combat. Et j'imagine que c'est de mon expérience, il y a les personnes qui vraiment trouvent important de pouvoir parler avec des professionnels qui pourraient leur donner ce qui leur apparaît comme étant une opinion équilibrée entre les effets potentiels et les bénéfices. Et puis, j'ai eu quelques patients qui m'ont dit « Ah, c'est génial, bon, ben, je suis contente d'avoir discuté avec vous parce que je sais ce qu'il faut penser maintenant. » Et puis, il y a un nombre aussi important qui n'ont pas du tout envie d'en parler à la base. Je ne sais pas si vous... Ou alors sont très installés dans leur point de vue et qui ne veulent pas changer de paradigme. Et je trouve que, en fait, l'épuisement par rapport à ça est très important. Mais bon,
il y a certains patients pour lesquels on peut faire une différence lorsqu'on peut les sensibiliser. Et la mauvaise information, les mauvais paradigmes autour de la vaccination peuvent être dangereux. Et Emma, votre expérience est-elle similaire? Oui, oui, je pense on doit s'adapter, ajuster notre message par rapport à la personne qu'on a en face de nous. Et bien sûr, même si je pense qu'on pourrait, on doit reconnaître qu'il peut y avoir un certain épuisement vaccinal. Je pense qu'il y a aussi autour de la pandémie. Donc, en fait, ça a fait émerger ce dossier ou ce thème. Et je pense que quand on regarde en fait l'équation, elle se résout de façon positive. Je pense que la population aujourd'hui est plus consciente des bénéfices des vaccins et de l'importance des vaccins et de l'investissement sur la santé publique de façon générale, dont font partie les vaccins. Et parce que le vaccin, en fait, ce mouvement précédait l'anti-vaccin, la posture anti-vaccinale précède la COVID-19 en Italie, aux États-Unis, dans différents pays. On a eu une certaine hésitation vaccinale parce que les gens ont oublié pourquoi on vaccine. Et maintenant, on sait comment, que dans un monde où les vaccins existent et un monde dans lequel les vaccins n'existent pas, quel impact ça peut avoir sur l'économie et sur nos interactions sociales. Et je pense que d'une certaine manière, il faut prendre en compte en fait cette fatigue, cet épuisement vaccinal et continuer à parler aux gens par rapport à l'importance des vaccins. Mais je pense que l'un dans l'autre, à la fin de cette pandémie, il y aura un aspect positif, un bilan positif par rapport à la sensibilisation générale à l'importance des vaccins. Voilà ma contribution. Donc, vraiment génial. Donc, le travail autour de cette question de l'épuisement vaccinal est quelque chose que l'on a pris en compte. Et je pense que le fait d'engager les patients par rapport à d'autres vaccins, comment est-ce qu'on s'occupe des soignants dans le monde entier? Et je voudrais juste dire que, en fait, par rapport aux commentaires d'Emma, c'est que dans nos hôpitaux, on a une campagne annuelle pour se vacciner nous-mêmes en tant que soignants. Donc, et en fait, le taux de vaccination à ce moment-là est assez faible, mais là, cette année, on a vu vraiment une augmentation très, très importante dans nos hôpitaux de personnes qui se sont fait vacciner contre la grippe, par exemple. Et je pense qu'il y a un signe positif par rapport à l'impact très, très important. Donc, je voulais juste ajouter ça. Et en fait, je pense que ça nous a de plus en plus motivés en tant que professionnels de santé par rapport à la vaccination, en tout cas aux Pays-Bas. Et ça a motivé les pharmaciens à commencer à vacciner. On a eu quelques études pilotes. En fait, ce n'est pas quelque chose de très régulier encore. En tout cas, ce n'est pas devenu la culture de base. Mais c'est important. La pandémie a changé la donne par rapport à la vaccination. Très bien. Donc, on a parlé de fatigue, de mésinformation. Et on a aussi un petit peu approché les stratégies possibles des pharmaciens par rapport aux vaccinations. Mais si on regarde en fait le tableau plus large par rapport à la mésinformation sur cette pandémie, que nous montre notre expérience? En fait, comme je le disais tout à l'heure, on devrait utiliser les médias, les réseaux sociaux pour donner des informations
à la population générale et pour contrer ces fake news et permettre de savoir en fait quelle est la réalité des recommandations pour chaque personne, pour les groupes spécifiques, pour qu'elles sachent quels sont les bénéfices qu'elles peuvent attendre de la vaccination, quels vaccins sont recommandés. Et si cette pandémie a aidé d'une certaine manière, ça a peut-être aidé en termes de, par exemple, l'administration des vaccins dans la communauté, donc qui s'est passé dans plein d'endroits. Donc ici en Espagne, nous avons atteint des taux de vaccination plus importants grâce au fait que ce vaccin a été donné ou disponible en même temps que... Donc, si vous voulez ajouter des questions, en particulier par rapport aux personnes qui ont un problème respiratoire, comme l'asthme par exemple. Donc, la motivation par rapport à un monde sans ou avec vaccin. Donc, c'est dans la période actuelle, il y a eu en fait des personnes qui se sont vraiment isolées de façon drastique pour se protéger. Donc, comment est-ce qu'on commence la conversation par rapport à une maladie comme par exemple le zona, une maladie peu connue. Donc, quand on parle de ces problèmes respiratoires, il y a des vaccins sur lesquels on n'est pas forcément, comment dire, sensibilisé. Donc, pour la grippe, la pneumocoque ou la Covid, par exemple, pour l'asthme, pour la BPCO, on ne recommande pas particulièrement en fait. Je ne suis pas sûre qu'en fait beaucoup de professionnels de santé savent que c'est recommandé, donc le vaccin contre le zona est recommandé par la CDC par exemple. Donc il y a un besoin ici de plus d'attention, de plus d'informations. Emma, tu as mentionné que la contribution dans le pays, donc que les pharmaciens contribuent à alimenter en fait le registre national des vaccinations. Est-ce que vous avez eu des conversations avec vos patients concernant la vaccination? Si vous ne pouvez pas trouver en fait les informations clés par rapport aux vaccins dont ils ont besoin, une très bonne question. Lorsqu'on est ça nous ramène au ministère de la Santé, en fait. Et on espère que les choses vont changer bientôt et qu'on va pouvoir accéder aux données. Parce que pour le moment, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a un fichier électronique et puis ils peuvent nous montrer, mais on n'a pas accès en tant que pharmacien. Donc, ce n'est pas enregistrement, ce n'est pas traçable, ce n'est pas tracé en termes des informations. Donc, ce qu'on utilise dans nos interactions, et parce que je pense que tout ça, c'est au nom de la situation de protection des données par rapport à la législation. Par rapport, le patient est propriétaire de ces données et donc en tant que propriétaire de ces données, il devrait pouvoir partager avec qui il souhaite, mais ce n'est pas la situation que l'on a actuellement et on espère qu'on aura bientôt des conversations fructueuses. En fait, ça fait plusieurs années qu'on est dans cette conversation, mais bon, avec le nouveau gouvernement, on espère que les choses vont changer à l'avenir. Parce que, comme vous l'avez impliqué dans votre question, comment pouvez-nous
si on ne sait pas que des vaccins manquent ou si on administre un vaccin qui constitue un doublon parce que ça a déjà été fait ailleurs. Et en fait, pour nous, c'est un souci par rapport à la santé du patient. Et j'espère que ça va changer bientôt. Et très certainement, en Australie, par rapport au vaccin, on a un registre d'immunisation nationale et chaque professionnel de santé est en capacité d'accéder à ce registre et que c'est en quelques clics, c'est disponible sur votre ordinateur. Non. Maintenant, c'est une attente de base que de se dire que les professionnels de santé vont aller consulter ce registre. Mais c'est quelque chose qui doit être systématisé avec les technologies de santé dont on dispose. Est-ce que, Fiona, vous avez en fait un registre des immunisations? La responsabilité primaire de la vaccination a changé en Écosse dans les périodes récentes. Donc, avant, on faisait beaucoup de vaccins et maintenant, c'est centralisé, ce qui représente plutôt un défi. Mais on peut avoir pas mal de discussions autour de ces questions. Mais je pense que, encore une fois, pour revenir à la slide de Emma sur cette espèce de jeu de loi dont le centre est le patient, donc d'avoir plusieurs sources d'informations concernant la vaccination, c'est quelque chose qui est vraiment très aidant. Voir des posters lorsque vous allez en fait dans les différents endroits de l'hôpital, en chirurgie ou autre. Et en fait, lorsqu'on était en charge des vaccinations, on était très bon par rapport à ça, à le promouvoir, même si les gens venaient pour leur rendez-vous et puis pour autre chose. Ça pouvait être en fait l'occasion d'envoyer un rendez-vous avec un message. Et je pense que de plus en plus, par rapport aux discussions sur différents aspects, on voit que en fait, avoir des registres accessibles à beaucoup de professionnels, ça sert beaucoup et de façon beaucoup améliorée en fait le soin des patients et qu'on sort de nos tunnels ou de nos silos respectifs. Ça permet en fait aux professionnels de santé de maximiser les contacts avec les patients. Et je pense que je peux sentir qu'il y a comme un mouvement vers ce soin amélioré des patients. Et parce qu'en fait, les patients, on dirait qu'ils s'attendent à ce qu'on ait tout à disposition sur place. Et de leur répondre, en fait, je ne sais pas. Les patients souvent ne savent pas, ne se souviennent pas de ce qu'ils ont pris, à quel moment, quelle quantité, etc. Donc, c'est pour moi quelque chose qui relève d'une priorité de pouvoir en fait aller regarder dans ces registres. On va parler de la co-administration de la COVID-19 et de la grippe aujourd'hui. Parce qu'on voit beaucoup plus de... Pour la co-administration, en fait, ça montre que c'est quelque chose de positif. Il y a des études qui montrent que presque tout par exemple, on peut co-administrer par exemple la grippe, contre le zona, enfin le vaccin contre le zona, et je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien en termes d'observance. Donc, quelque chose à ajouter, Job? Oui, je pense que pour les vaccins, il y a une manière facile, c'est une manière facile en fait d'augmenter l'observance et puis d'éviter les complications. Et juste parce que je travaille dans les soins secondaires, en fait,
On applique beaucoup de traitements biologiques. Et par exemple, dans GINA ou GOLD, dans les recommandations de leur guideline, c'est de ne pas administrer parce que les effets secondaires, le choc anaphylactique peut être distingué si on n'administre pas en concomitance. Donc, c'est un groupe très mineur, mais c'est important, je pense, d'avoir cette sensibilité par rapport au traitement biologique, par rapport à… Et bien sûr, oui, la co-administration, il nous faut avoir un contrôle adéquat, pas faire d'erreurs. Et je pense que… Donc, on essaye de mettre des systèmes anti-erreurs en place en faisant les choses une à une, par exemple, parce qu'on ne veut pas avoir d'erreurs dans les numéros de lot, par exemple. Donc, en reculant, en prenant un peu de recul par rapport à la co-administration et par rapport à cette population à risque, je voudrais avoir une réponse assez courte, en fait. Job, tu es en haut de ma liste. Je dirais que, en fait, pour le BPCO, le pneumocoque et grippe pour l'asthme. Donc, si c'était juste un, je dirais la grippe pour tout le monde. Pneumocoque, peut-être. Peut-être que ce n'est pas parce qu'on n'en a pas besoin, mais c'est que sans doute une grande partie de la population l'a eu dans l'enfance. Donc, c'est un virus qui mute et qui… donc, il faut avoir cette vaccination tous les ans. Et donc, je pense que ça vous donne une immunité pour l'année qui vient. Et Fiona, tu es la suivante sur mon écran. Alors, je suis d'accord, je ferai le vaccin contre la grippe parce que si on regarde la population dans son ensemble et la question de donner un vaccin, ça serait, je pense, le vaccin contre la grippe parce qu'en termes de bénéfice-risque, c'est celui qui a le plus de valeur. Emma? Oui. Donc, ça va être dépendant du groupe d'âge, ça pourrait être le Covid, mais pour les gens de plus de 65 ans, Covid, mais j'aimerais aussi dire comme Job, son choix, c'est la grippe pour l'asthme et puis le pneumocoque, vaccin contre le pneumocoque pour ceux qui ont un BPCO. Voici mes choix. Excellent. Et moi, j'irai avec Emma, je pense, parce que Covid-19, par rapport aux patients âgés, parce que les risques pour ces patients-là sont vraiment un défi important. Donc, la plupart d'entre nous, on a accès à plusieurs vaccins. Donc, c'est une question presque théorique pour nous, mais bon. Mais s'il y avait une chose que vous pouviez changer, une question courte pour tout le monde, qu'est-ce que vous pourriez changer qui pourrait aider à prioriser la vaccination, la couverture vaccinale dans ce groupe de population? Qu'est-ce que ça serait? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Et si tu pouvais faire quelque chose pour aider à gérer la couverture vaccinale qui est sous-optimale dans le groupe de population qu'on a, les personnes avec problèmes respiratoires, qu'est-ce que ce serait? Je pense que ce serait le droit du pharmacien à immuniser parce que j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui disent dans mon pays, on ne peut pas faire ça, dans mon pays, on ne peut pas faire ça. Vraiment, je pense qu'on voit les différences entre couverture vaccinale dans les pays où les pharmaciens peuvent vacciner par rapport aux pays où ils ne peuvent pas. Même les données initiales par rapport aux États-Unis, dans les comparaisons entre les États des États-Unis où certains avaient le droit et certains pharmaciens n'ont pas selon leur État. Moi, je dirais vraiment que ça serait l'immunisation par le pharmacien qui serait une priorité.
Et puis, je pense que avoir un accès large au vaccin, ça permet à plus de gens, et je suis très d'accord avec Emma, parce que beaucoup de personnes pourraient avoir accès au vaccin et puis beaucoup de personnes pourraient être formées et le taux de la vaccination, taux de vaccination à ce moment-là pourrait être maximisé. Donc, maximiser, en fait, augmenter la capacité de mettre à disposition ces vaccins. Et puis, un accès à un registre central des vaccinations. Pour moi, je serais d'accord avec Emma et Fiona. Et je pense que la vaccination par le pharmacien pourrait vraiment faire une différence pour augmenter en fait l'adoption de la vaccination. Mais si je devais me focaliser sur quelque chose, ce serait sur les patients qui sont à haut risque, par exemple les patients asthmatiques ou les patients avec BPCO. Et oui, après avoir regardé en fait les chiffres, je pense que le gain le plus important, ça serait dans les pays au revenu moyen, donc augmenter l'accès au vaccin dans les pays à revenu moyen. Et le plus haut gain serait par rapport à l'asthme et la BPCO. Et moi, ça serait la notion d'augmenter l'accès dans ces pays et puis en fait rendre gratuit parce que vacciner en fait les soignants, les pharmaciens, les médecins, les infirmières et que ce soit fait par ces professionnels et dans plein d'endroits. Donc, si vous avez d'autres questions, on a quelques minutes, mais mettez vos questions dans la chat box. Donc, où est-ce qu'on pourrait être en termes à l'avenir par rapport à la manière dont la technologie peut nous soutenir dans la prise en charge des patients? Donc, on a parlé de différentes choses, l'éducation, la disponibilité des soignants, etc. Donc, j'espère que vous allez... je pense de façon importante que, en fait, nous enregistrons nos interventions, mais ensuite, on est les seuls qui voyons en fait ces informations. Donc, je pense que c'est le cas dans beaucoup d'institutions de santé. Donc, il faut en fait qu'on travaille sur l'interconnectivité des différents systèmes et différents niveaux d'accès, bien sûr. Et puis aussi... so that we know who is viewing. Donc, en fait, aussi une traçabilité de qui a accès aux données et de savoir qui regarde. Un travail aussi sur augmenter l'efficacité, la sécurité des données et puis éviter les doublons et avoir un meilleur partage d'informations. Donc, à ton avis, où est-ce que le job, où est-ce que la technologie va nous amener? Je suis d'accord avec Emma sur la notion de l'infrastructure informatique qui est nécessaire. Donc, du point de vue du patient, la santé numérique devient un atout important et qui est de plus en plus présent dans nos hôpitaux. Les portails patients, par exemple, qui ont les informations qui leur sont envoyées directement, ils les reçoivent et puis ils ont des rappels par rapport à leur rendez-vous, etc. Donc, avec des petits films sur des scénarios éducatifs dans différentes langues.
et qui ont besoin d'avoir comment dire, un niveau intellectuel très accessible pour les voir. Carmen? Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Je pense que l'aide technologique principale, ça serait de partager ces informations autour de la vaccination pour pouvoir être capable de voir quelles recommandations donner à nos patients, s'ils ont eu un vaccin ou s'ils n'ont pas eu le vaccin, et s'ils l'ont eu, à quel moment. Et par exemple, des rappels aux patients, pour les patients un peu plus âgés, quand il leur faut leur rappel de vaccin à tout moment. Donc, je trouve que c'est très bien l'interconnectivité, d'avoir des systèmes qui se parlent entre eux de façon effective. Et est-ce que vous avez, Emma, des nouveautés technologiques? Non, je pense que disposer de l'électronique plein de gens peuvent, auquel plein de gens peuvent accéder, c'est en fait penser aussi à la notion d'intégrer l'éducation du patient. Je pense que c'est quelque chose que l'on a pu apprendre de la pandémie, c'est-à-dire pouvoir accéder aux ressources en ligne pour que les gens puissent avoir leur alerte, leur rappel, ou alors si leur situation s'aggrave et que l'on puisse avoir des données. Et je pense que la technologie nous offre beaucoup de solutions, mais intégrer tout ça pour pouvoir… Moi, je crois que ma meilleure perspective pour l'avenir, c'est ça. Donc, en fait, ça nous ramène à cette cartographie patient-centrée. Encore un message final, c'est que s'il y avait un thème que vous voudriez donner à tous nos participants aujourd'hui qui partent avec ce message, donc le hashtag Vaccine Saves Lives. Ouais, excellent. Oui. Le fait que les vaccins sont sûrs et efficaces et qu'il faut promouvoir la vaccination. Donc, il faut rassurer nos patients et il nous faut les encourager à se faire vacciner. Excellent. Fiona? Oui, moi je pense que les vaccins sont sûrs et efficaces et ils sauvent des vies. Emma, donc votre hashtag a été populaire. Moi, je dirais voir les opportunités. Encore une fois, on a parlé des pharmaciens qui peuvent immuniser, mais là où les pharmaciens ne peuvent pas administrer les vaccins, en fait, ils peuvent quand même travailler à augmenter la sensibilisation et puis recommander, envoyer les patients vers les médecins. Je pense qu'on peut tous faire une grosse différence en termes de couverture vaccinale. Donc, j'espère que chacun va pouvoir se saisir des opportunités dans son périmètre parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut faire à son niveau. Ça serait mon message final. C'est un message final génial. Donc, en fait, les patients et que les pharmaciens peuvent encourager dans la prise en charge du patient. Donc, on est vraiment dans une position privilégiée et une position qui peut avoir un impact par rapport au bien-être du patient. Et donc, merci beaucoup à tous nos panélistes pour cette conversation très importante. Je pourrais parler pendant des jours et des jours de ce thème, mais si vous avez des icônes, vous pouvez les envoyer pour applaudir nos panélistes.
Et moi, j'ai l'honneur de promouvoir en fait ce qui arrive, ce qui va arriver bientôt, c'est-à-dire cette année, en fait, le Practice Research Summer Meeting pour les étudiants doctorants, les postdocs. Et en fait, ça se passe à Utrecht, aux Pays-Bas. Et c'est pour les doctorants, les postdocs et puis les superviseurs, c'est-à-dire les directeurs de recherche. Vous pouvez venir présenter vos recherches en nous envoyant des abstracts. Donc, vous voyez le QR code, en fait, et où que vous soyez dans le monde, si vous êtes intéressé, cliquez sur cette URL. Et puis le deuxième, je suis particulièrement enthousiaste. Le thème de ce congrès, en fait, on va pouvoir se rencontrer face à face à Séville, en Espagne, cette année. Et je suis tellement impatient de pouvoir revoir les gens. Et le thème, c'est la pharmacie unie dans la reprise de la santé, des soins de santé. Parce qu'en fait, la pandémie a vraiment été un choc majeur pour tous nos systèmes. Et ça devient maintenant une partie régulière ou de base de notre prise en charge. Et le programme, c'est thème numéro 1, Never Waste a Crisis, ne jamais gâcher une crise, enseignement pour se préparer à l'avenir. Le thème numéro 2, la science et les preuves à l'appui de la réponse au Covid-19. Et le thème numéro 3, c'est comment faire face à de nouveaux défis éthiques extraordinaires. Donc, séville2022.fip.org. Donc, si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore inscrit, pour bénéficier de tarifs préférentiels, c'est une inscription avant le 15 juillet. Donc, on a différentes choses disponibles en ligne. Donc, vous pouvez aller sur events.fip.org. Et maintenant, il me reste à vous remercier d'avoir participé ce matin, cet après-midi ou cette nuit, où que vous soyez dans le monde, que vous soyez en direct avec nous ou en différé. Merci beaucoup à nos panélistes qui ont fait un travail extraordinaire. Et merci beaucoup